Nous sommes en live, Marie-Camille. Parfait. Bonjour à toi, Marie-Camille. Bonjour Nathalie. Je suis très, très heureuse de te retrouver aujourd'hui. On s'était déjà retrouvés pour une émission lors du confinement, dans un moment très émotionnel. Donc, on va reprendre des choses qu'on s'était dites. Mais là, en ce début d'année, on avait très, très envie, chez Être Prof, avec toi, dans les échanges, pardon, de poser quelques trucs, quelques lignes de pensée quant à l'évaluation. On se donnait en off quelques échanges et moi, je te partageais le fait que pour moi, l'évaluation, dans ma pratique, ça a toujours été plus ou moins subi et je n'avais jamais réussi à faire de réels choix, en tout cas de réels choix pédagogiques, de réels choix philosophiques. Et ta rencontre, ta manière de poser les choses, c'est vrai, m'a éclairée. Et là, je me suis dit, ah ouais, si j'étais encore en classe, je crois que je serais à même de faire des choix. Donc, j'espère que cette émission va éclairer les collègues autant que ça m'a éclairé. On est sur à la fois prendre de la hauteur, réfléchir aux choses, mais on est dans le très concret. Donc, on va se souhaiter 1 heure d'échange autour de l'évaluation riche et, comment dire, ouvrant sur des possibles. Alors, pour commencer, Marie-Camille, est-ce que tu voudrais bien te présenter à nous? Bonjour. Bonjour à tous. Je vais déjà dans le chat. Donc, moi, je suis enseignante depuis une quinzaine d'années en collège et en lycée en physique-chimie. Donc là, maintenant, j'ai plus que du lycée, mais j'ai pendant longtemps été aussi au collège. Et j'ai commencé à me poser des questions sur l'évaluation, je crois, pendant mon année de stage. Au moment où j'ai fait mes cours, les élèves comprenaient, etc. On fait les contrôles, c'est raté. Et après, je voyais qu'ils comprenaient après. Je me suis dit, mais s'ils comprennent après les contrôles, pourquoi leur note n'augmente pas? Et donc, j'ai beaucoup lu, beaucoup essayé des choses dans ma classe, galéré un long moment. Et il y a 7 ans, je dirais, avec un collègue, Olivier Sauret, j'avais commencé des choses et puis il y a eu un point de bascule et on a mis en place quelque chose dans la classe qui est la notion d'évaluation positive. On a réussi à faire en place, on va parler, un système d'évaluation qui a complètement changé le rapport aux élèves, le rapport des élèves à l'apprentissage, enfin, etc. Tout a changé du jour au lendemain en faisant ces petites choses. Et donc aujourd'hui, j'essaye un peu de montrer comment est-ce qu'on peut construire un système d'évaluation exigeant, pertinent, mais aussi bienveillant et qui donne une dynamique de classe positive. Super, ben voilà, tu plantes le décor de ces échanges. Juste dire, pour anecdote, qu'on a eu du mal à trouver un titre à cette émission parce que c'est vrai que l'évaluation, c'est pas très sexy. Hein. On se dit toujours comment parler de l'évaluation sans rebuter les gens. Et du coup, moi, en tout cas, j'ai pris l'option de partir des élèves et de l'engagement des élèves, qui est un vrai défi en cette rentrée 2020 pour beaucoup de collègues. Donc, on est parti de l'engagement des élèves et de se dire, bah, tiens, est-ce que l'évaluation est un levier puissant pour engager les élèves dans leurs apprentissages? Et je pense qu'on pourra répondre oui à la fin de cette émission. Alors, pour commencer, juste pour dire que normalement, je dois avoir Julia ou quelqu'un de l'équipe dans la modération parce que depuis quelques lives, on a des soucis de personnes qui viennent dans le chat et qui postent des choses absolument rebutantes. Donc, soyons vigilants ensemble. Normalement, les filles de l'équipe essayent de bannir les gens et de signaler à Facebook tout ce qui se passe. Et je dois aussi avoir Virginie qui doit être dans le chat aussi pour modérer. Alors, il semble qu'elle ait quelques difficultés à aller sur le direct. Alors, Virginie, peut-être qu'elle devrait rafraîchir sa page. Voilà, allez, c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet et ayons un petit exercice de vocabulaire et essayons de définir ce que c'est que l'évaluation. C'est quoi l'évaluation et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, ce gros mot? Alors, moi, je trouve que notamment une des choses qui pollue l'évaluation, c'est justement cette volonté de vouloir définir tous les termes de façon précise et hyper précise et voilà. Et en fait, on n'y arrive jamais, hein, que ce soit évaluation, que ce soit compétence, par exemple. Des choses comme ça, en fait, on n'arrive jamais à avoir des définitions très précises.
Alors moi, j'ai pris le parti de dire, c'est pas grave, ça n'a pas des définitions très précises. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait dans la classe. Donc moi, ce que je prends comme définition de l'évaluation, et c'est ce que je propose, et vous allez voir, c'est assez large, c'est à chaque fois qu'on va poser un regard sur une performance d'un élève, que ce soit une production, que ce soit un écrit, que ce soit un oral, quelque chose quelque chose que fait l'élève, qu'on va poser un regard dessus, soit nous, soit un autre élève, et qu'on va le comparer à quelque chose. Souvent, ça peut être, je regarde une copie et je compare à un corrigé, mais ça peut être aussi l'élève dit quelque chose en classe et je compare à ce que moi j'attendais. Beaucoup de comparaisons par rapport à implicitement ce qu'on attendait. Donc, c'est cette notion de montrer le décalage entre ce que l'élève a produit et un référentiel, quel qu'il soit. Super, très bien. Et toi, tu as une manière de catégoriser l'utilité, enfin, à quoi ça sert l'évaluation. Et j'aime bien tes 5 rôles de l'évaluation qui, finalement, sont très explicites. Alors voilà, l'évaluation, pourquoi c'est difficile à définir, etc. Et pourquoi est-ce que, comme tu dis, c'est très flou pour les enseignants, on a du mal, c'est parce qu'en fait, c'est un couteau suisse, l'évaluation. C'est le même mot qui sert à faire des choses très différentes. Et la première chose, moi, que je remarque qui permet de sortir de ce flou, etc., c'est de dire, OK, là, je fais ça, là, je fais ça, là, je fais ça, et de dissocier tous ces rôles. Donc, moi, je distingue 5 rôles. Donc, comme tu dis, l'évaluation. Il y en a 3 qui sont assez classiques et 2, en fait, on ne se rend pas compte qu'on les fait. Le premier qu'on fait et qui est celui dont on a l'impression que c'est plus important, c'est ce que j'appelle la communication, la certification. C'est-à-dire, on va communiquer, ça va être mis sur le bulletin, ça va servir à montrer aux parents ce que l'élève sait faire, etc. Il y a une notion c'est pour que ça sorte de la classe. On donne des notes, pas pour l'élève, pas pour nous, mais pour que ça sorte de la classe, que ça aille sur le bulletin, etc., quand il veut changer d'école, etc. Et ça, en fait, souvent, on n'a que ça en tête parce qu'on construit tout ça pour ça, mais en fait, ça peut arriver qu'au bout, et on peut faire des évaluations qui restent dans la classe sans que ça sorte, et puis voilà. Donc, si ça ne sort pas et que ça reste dans la classe, il y a 3 rôles. Il y a le premier, c'est que les enseignants font souvent et se rendent compte, en fait, c'est que ça sert à nous, l'enseignant, à voir ce que la classe, ce que chacun des élèves sait faire ou sait pas faire. Voilà. Par exemple, si on voit qu'il y a un point de cours qui n'est pas maîtrisé, hop, on va le refaire. Ou si on voit qu'il y a une application, au contraire, si on voit qu'il y a quelque chose qu'ils savent faire, on le zappe et puis on le fait pas. Donc, ça sert à réguler, à piloter son enseignement, en fait. C'est ce que j'appelle le rôle de pilotage de l'enseignement. Il y a un autre rôle qui est un rôle, je dirais, à bannir, qu'on fait souvent en début de carrière, qui est un rôle pour asseoir son autorité. C'est quand on a fait le bazar, hop, interro surprise. Et c'est normal de le faire en début de carrière. Il faut, si on n'arrive pas à tenir sa classe, une interro surprise, ça permet au moins de ne pas sortir en s'arrachant les cheveux. Mais il faut faire attention parce que du coup, ça pervertit un peu les autres rôles. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de réduire à peau de chagrin au fur et à mesure qu'on monte en expertise. Donc voilà, l'évaluation peut servir à asseoir, c'est moi le chef, c'est moi qui donne les notes, mais c'est un peu pervers, il faut éviter de le faire. Le gros rôle de l'évaluation, qui est le plus important, qui permet de faire levier pour les apprentissages et qui est très sous-estimé, c'est que ça sert à l'élève à piloter ce que lui doit pouvoir apprendre. C'est ce que j'appelle, en langage, ça s'appelle la régulation de l'activité de l'élève, c'est-à-dire, l'élève, on lui dit, ça tu sais faire, ça tu sais pas faire, et du coup il va se dire, ah mais si je sais pas faire ça, du coup je vais aller travailler ça, je vais faire ça, etc. Et souvent c'est implicite, on va dire, oui mais j'ai mis la note, il a bien vu que dans mon barème ici il manquait 3 points, donc il doit comprendre que s'il manque 3 points ici, c'est tel point qu'il a fait, il doit comprendre qu'une fois qu'il a pris sa correction, il faut qu'il aille faire, etc. Et souvent en fait, quand on n'explique pas aux élèves comment faire, ils le font pas, et c'est dommage parce qu'on se prive du plus gros levier d'apprentissage aujourd'hui pour les élèves. Donc, on va voir un peu. Et là, du coup, effectivement, on revient à l'idée du live, c'est engager les élèves dans leurs apprentissages. On voit bien le rôle là de ce type d'évaluation. C'est ce rôle-là qui est très important. Et en plus, la recherche, que ce soit en sciences cognitives ou en sciences de l'éducation, montre que c'est un des plus gros leviers d'apprentissage. C'est-à-dire que si on doit faire qu'une seule chose, on fait plus de cours, on fait plus rien. On fait que de l'évaluation, on montre aux élèves ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent pas faire. Juste être dans le feedback permanent, ça fait énormément apprendre les élèves. Alors, je dis pas, il faut continuer à faire tout le reste, mais c'est la chose la plus importante à faire. Et c'est aussi pour ça que dans le confinement, il y a pas mal d'enseignants qui ont arrêté l'évaluation parce qu'ils disent, oui, mais je peux pas communiquer sur l'extérieur, je peux pas, moi, piloter, je sais pas. Du coup, j'arrête d'évaluer. Et du coup, les élèves se sont désengagés parce qu'ils avaient plus ce rôle
qui est indispensable pour savoir, mais moi, où est-ce que j'en suis? Quel est mon but? De voir des petits marqueurs qui augmentent, c'est hyper important pour l'être humain de se voir progresser et de voir comment progresser. Si on enlève ça, l'élève, il a beaucoup de mal à rester engagé. Et enfin, ça me fait penser à que… Ouais, attends, juste un truc là-dessus, j'ai un éclair… souvent, on a des enseignants qui disent « Ouais, non, mais de toute manière, les élèves, ils sont motivés que par la note. » Oui. Et en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est ce que tu dis, c'est que Exactement. les élèves, ils ne sont pas forcément motivés par la note, ils veulent savoir où ils en sont. Et moi, ce que je prône, c'est qu'effectivement, les élèves ne sont motivés que par la note. Et c'est normal, et c'est l'être humain, il fonctionne comme ça. Donc, plutôt que d'essayer de faire des choses qui sont à côté de la note, construisons des notes, puisque les élèves sont motivés pour avoir des bonnes notes, construisons une façon de faire pour que avoir des bonnes notes, ça correspond à avoir le comportement que j'attends des élèves. Vous voyez, un alignement. Et le jour où, pour avoir des bonnes notes, les élèves font ce que j'attends d'eux, c'est super facile dans la classe. Puisque comme les élèves travaillent pour la note, trop bien. Ouais. Et du coup, il y a le dernier rôle dont il faut parler parce que, pareil, il pervertit un petit peu on a toujours ces 5 rôles en tête. C'est le rôle de sélection. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la certification, on a communiqué à l'extérieur, on a surtout au lycée, mais aussi au collège, un peu en tête ce côté, et des fois même au primaire, oui, mais il faut que je dise quels sont les bons élèves qui vont aller dans les sections scientifiques, quels sont les élèves qui vont aller dans le général, quels sont les élèves qui vont aller dans le professionnel, etc. Ça empêche les élèves justement de rentrer dans ce feedback, etc. Et en fait, ça rentre en concurrence avec l'apprentissage. La sélection rentre en concurrence avec l'apprentissage. Donc, si vous êtes dans une classe où il n'y a pas de sélection, typiquement jusqu'en fin de 5e, sans réfléchir, ben, faites pas de sélection. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, de faire à la fin un classement où on peut classer les élèves. Voilà, ben, vous faites des trucs à plusieurs dimensions, on ne peut pas les classer. On s'en moque, on n'a pas besoin de les classer. À partir de la 4e, la 3e et au lycée, il va falloir quand même pouvoir donner à l'institution des éléments qui vont permettre de faire de la sélection. Mais on peut le faire de façon intelligente et on peut réfléchir non pas en termes de je vais mettre les meilleurs d'abord et les moins bons ensuite, mais en termes de quelles compétences chacun a besoin pour aller dans la filière où lui a envie d'aller. Ouais, c'est un petit peu autre chose de lien avec la sélection, mais le message important, c'est jusqu'en fin de 4e, et ça touche du coup beaucoup d'enseignants, il n'y a pas besoin d'en faire. Point. On n'en fait pas. On arrête. Pas besoin. Et du coup, ce que je retiens de cet exposé, finalement, des 5 rôles, c'est que quand moi, en tant qu'enseignant, dans ma pratique de classe, de la maternelle à l'enseignement supérieur, à partir du moment où je suis en contact avec des élèves, quand je choisis de faire une évaluation, il faut que je sache à quoi elle sert. Et ces 5 rôles, finalement, permettent de se positionner. J'ai besoin de remplir mes bulletins de fin de trimestre, donc je vais avoir besoin de communiquer à l'extérieur. Donc, je me mets dans une dynamique particulière. Donc, déjà, un premier point, choisir le rôle de cette évaluation. Du coup, ne pas hésiter à faire ce qu'on a tendance à ne pas faire, c'est à dissocier les rôles. Souvent, on fait des évaluations pendant le trimestre où on essaie justement de réguler à la fois son apprentissage, enfin, à la fois piloter l'enseignement et apprendre à l'élève à voir où il en est. Et à la fin, on veut faire une moyenne de ces choses-là pour faire de la communication. Ça ne peut pas marcher, ce n'est pas les mêmes rôles. Donc, on peut dissocier. Et voilà, on s'en moque de la communication quand on est dans l'apprentissage. La communication, ça arrive après et c'est autre chose. Donc, il ne faut pas hésiter à dissocier ces choses-là. Ah oui, et du coup, on en reparlera un peu après, mais du coup, ça questionne le droit à l'erreur, parce qu'effectivement, le droit à l'erreur dans certains types d'évaluation, c'est tout à fait légitime et encouragé, alors qu'à certains moments, on va essayer qu'il n'y ait pas d'erreur pour que l'élève soit en réussite. Si on est… Voilà. Oui, si tu veux en parler. On en parlera après, effectivement. Parlons des notes, puisqu'on y est. Et puis, on a une question, peut-on évaluer sans notes? Donc, parlons des notes. Alors, bien sûr, on peut évaluer sans notes, notamment à chaque fois qu'un élève, par exemple, passe au tableau ou qu'il est en train de faire un exercice et qu'on regarde ce qu'il fait, qu'on dit « bah non, là, regarde, tu t'es trompé », et essaye de faire ça autrement, c'est déjà de l'évaluation. Il n'y a pas de notes. D'accord? Moi, dans ma classe, je dirais, les élèves sont évalués, je dirais, 90% du temps. Un petit peu moins en terminale parce que je fais d'autres choses comme des épistémos que je n'évalue pas. Mais quand on est en cours de physique, ils sont évalués 90-95% du temps.
À part le moment où je donne les consignes, ils sont tout le temps évalués. Donc, ils sont tout le temps en évaluation. Et j'ai 1, voire 2 notes de trimestre. C'est tout. Donc, ils ont très peu de notes et ils sont tout le temps en évaluation. Donc, bien sûr, c'est possible d'évaluer sans note. Faut faire attention parce que derrière cette note, en fait, pareil, il y a 2 choses qu'on peut dissocier. La note, c'est à la fois une mesure d'une performance. Voilà, c'est comme un chronomètre. Je regarde combien tu fais au 100 mètres. Et voilà. Là, si on fait de la docimologie, on voit qu'en fait, cette mesure, elle est très, très floue, très, très vague, hyper subjective, quelle que soit la matière, même en mathématiques. Enfin, voilà. Donc, déjà, il faut commencer à se rendre compte que ça marche pas très bien. En revanche, la note, c'est aussi un message. Quand je mets 8 sur un bulletin, quand je mets 12 sur un bulletin, quand je mets 16 ou 20, tout de suite, les parents, les collègues y voient. Et donc, pour moi, il faut faire attention à la note mesure, qui est extrêmement biaisée, etc. Et utiliser la note message, parce que ça, c'est un message qui est extrêmement universel dans notre société en France. Et donc, quand je mets 16 sur une copie, pour moi, ça ne veut pas dire c'est parce qu'il y a 4 points dans le barème que tu n'as pas, etc. C'est pour dire à l'élève, sur cette copie-là, tout le minimum, mais aussi un peu plus. C'est pas encore parfait, mais c'est voilà. Et en fait, ce message, tout le monde là, quelle que soit la matière, on voit. Alors après, suivant la matière et les historiques, voilà, peut-être que vous, ce sera pas 16, ce sera 12, etc. Ça dépend des matières. Mais en tout cas, les implicites, la première étape, c'est de se demander, OK, quels sont les implicites? Quand je mets 14 sur une copie, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je mets 16 sur une copie, quand je mets 20, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'effectivement, ce que ça évoque, c'est qu'on regarde la note brute, parce que mathématiquement, dans notre culture, on voit ce que c'est. On arrive à se situer par rapport à la moyenne, peut-être par rapport aux autres, enfin, peu importe. En tout cas, moi, je reçois ma note, elle veut dire quelque chose pour moi. Mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut savoir quel message ça renvoie et être très explicite sur ce que ça veut dire. Voilà. Et on peut nous-mêmes se demander ce que ça veut dire et le dire aux élèves. C'est ça. De dire, OK, moi, je leur dis, quand je mets 12, moi, les seules notes que je mets, c'est 8, 12, 16, 20. Déjà. Parce que quelqu'un dit, une note, c'est une photo. C'est vrai. Une note de contrôle, c'est une photo. Il y a plein d'autres façons de construire la note, mais une note de contrôle, c'est une photo. Mais c'est une photo hyper floue. Donc, on ne va pas commencer à mettre des quarts de points, même des points. Enfin, c'est flou. Disons, admettons que c'est flou. Donc, comme c'est une photo floue, moi, je dis, 8, ça veut dire que tu n'es pas au niveau de ce qui est attendu, quoi. Tu es en dessous. D'abord, si tu es très en dessous ou beaucoup en dessous, en fait, il s'en fout, l'élève, il est en dessous, quoi. Si on lui met 2, il abandonne. Donc, autant mettre 8, au moins, il se dit, je vais peut-être y arriver. 12, ça veut dire, tu as le minimum, mais tu n'as pas plus. Après, à vous de voir sur votre matière, est-ce que c'est 11, 12, 13, moi, c'est 12. 16, c'est tu as plus que le minimum, mais c'est pas parfait. Et 20, c'est bon, tout est acquis. Alors, ou presque, on n'est pas à 2, 3 petites erreurs près, mais presque. Et déjà, de dire, ça veut dire ça aux élèves, ces notes-là. De mettre ces notes-là et de donner ces notes-là aux parents. Les parents, il n'y a même pas besoin d'expliquer, tout de suite. Moi, il n'y a jamais aucun parent qui est venu me voir en me disant, mon fils, il a 16, ça veut dire que c'est pas bon. Ils savent très bien ce que ça veut dire. Et du coup, ça m'évoque, en primaire, on est passé sur les bulletins on a non acquis, en cours d'acquisition et acquis, il me semble. Mais du coup, c'est vrai que ce que tu dis, finalement, est plus explicite. Ça veut dire la même chose, parce que j'ai l'impression que ça veut dire la même chose. Oui, et pourtant, c'est dans le langage commun entre l'institution et les parents, eh bien, c'est pas la même. J'ai l'impression que c'est pas la même chose. Et même pour les élèves, finalement. Alors, moi, ce que je dis, c'est très connoté lycée-collège. En primaire, il y a déjà plus de notes, donc c'est pour ça que je parle plutôt du lycée-collège, mais notamment au lycée, les élèves et les parents sont très sur la note, et du coup, d'être alignés avec ce qu'eux attendent, ça permet de lisser les choses, de calmer les choses, etc. Ça fait un langage commun, et en fait, c'est ce qui est important. Mais alors, juste la question de à Pérez, je crois que ça se prononce comme ça. C'est une bonne question. La note, c'est une mesure de quoi? Et en fait, la seule chose qu'on peut mesurer avec une note, c'est des performances. Et c'est pour ça que je dis, pourquoi pas abandonner la note mesure et faire cette note message. Puisque la mesure, on sait que ça ne marche pas. Il faut arrêter de croire qu'on est objectif. Ça, si vous voulez, vous irez faire de la docimo. Moi, la note message, oui, c'est subjectif, mais c'est assumé. Oui. Super.
Merci pour cette, comment dire, cette mise en garde et cette définition. Et si on parlait du droit à l'erreur, parce qu'on a commencé à en parler et je trouve que c'est intéressant finalement d'en parler de façon générale, hein, dans notre culture et dans notre manière d'accompagner les élèves dans leurs apprentissages, mais aussi par rapport à tous ces rôles de l'évaluation. Donc du coup, à quel moment c'est valorisé, voilà. Parlons du droit à l'erreur. Alors, sur le droit à l'erreur, il y a deux mauvaises conceptions souvent dans la tête des enseignants. La première, c'est que on voit l'erreur comme étant un produit secondaire de l'apprentissage. Quand on apprend, on se trompe et c'est normal. Il ne faut pas le pénaliser parce que si voilà. Or, c'est pas ça. Si on ne se trompe pas, on n'apprend pas. Donc, l'erreur, c'est pas quelque chose qu'il faut tolérer parce que ça arrive quand on apprend, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Car si ça n'arrive pas, l'élève n'apprend pas. Et ça, c'est un changement de paradigme hyper profond. Comme ça, j'en parle sur Facebook un jeudi matin, on se dit oui, bien sûr. C'est hyper profond. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous n'encouragez pas l'erreur, vous empêchez vos élèves d'apprendre. Et on arrive sur la deuxième conception qui vient surimprimer et qui fait qu'on empêche nos élèves d'apprendre. C'est en formation, je dis aux enseignants, du coup, qui ici a l'impression de ne pas pénaliser l'erreur? Allez, il y en a 3/4, si ce n'est tout le monde, qui lève la main. Ils disent oui, quand je leur dis bien, c'est bien de se tromper, etc., etc. Ok. Qui, en contrôle, enlève des points qui comptent sur le bulletin trimestriel quand les élèves font des erreurs? Pareil, toutes les mains se lèvent. En fait, il y a un double discours que l'élève, il perçoit très bien. C'est à la fois le prof, il dit oui, vous pouvez vous tromper, mais quand arrive le contrôle, il m'enlève des points. Et je peux vous dire que les élèves, ils travaillent pour les notes. Et ce qui est important, c'est les notes et c'est le bulletin. Donc, l'élève, ce qu'il perçoit, c'est il ne faut pas que je me trompe. Parce qu'en contrôle, c'est pénalisé. Et donc, tant qu'on a ce double discours, en fait, on empêche nos élèves d'apprendre. Et on se retrouve avec une évaluation qui, au lieu d'être un levier pour les apprentissages, empêche les élèves d'apprendre. Et on se retrouve avec, oui, les élèves ne sont pas engagés, ils ne veulent pas travailler, ils travaillent que pour les notes, ils ne veulent pas travailler leur contrôle. Mais ça, juste en levant cette chose-là, 90% des élèves se mettent à bosser. Vécu réellement dans des classes, dans plusieurs classes. Alors, c'est facile à dire, c'est compliqué à faire. Ça veut dire qu'il faut prendre à la loupe toutes ces pratiques professionnelles et se demander, est-ce que cette pratique valorise l'erreur? Oui, je la garde. Celle-là, non, je l'enlève. Donc, par exemple, plus de correction au stylo rouge qui enlève des points sur des contrôles. Ouais, et là, je te suis bien sur le discours, mais là, je me dis, ok, alors, concrètement, est-ce que tu peux donner un exemple? Parce que là, je n'arrive absolument, je suis ok intellectuellement sur le discours, mais concrètement, ça veut dire quoi? Oui. Des situations d'apprentissage qui encouragent l'erreur, ça c'est ok pour moi. Mais du coup, des situations d'évaluation qui encouragent l'erreur, tout à fait. Alors, je veux bien un exemple. La première, l'idée c'est toujours pareil, c'est de faire une évaluation non pas un temps, mais de laisser la durée. Et si les élèves font des erreurs, ils peuvent reprendre leur évaluation, etc. Exemple tout simple, par exemple sur des QCM. Si on veut évaluer les savoirs, il y avait quelqu'un dans le chat qui disait évaluer savoir, savoir-faire, compétences, etc. Voilà. Les trois ne s'évaluent pas de la même manière. Si on veut évaluer les savoirs, la bonne façon de faire, c'est des QCM. Façon classique de faire un QCM, on donne un QCM en temps limité, les élèves le font, on regarde quel pourcentage ils ont et ils ont une note. Voilà. Là, l'erreur est pénalisée. Si tu te trompes à ton QCM, tu as une moins bonne note. Moi, ce que je fais, c'est que je leur laisse une semaine, 15 jours, même un peu plus s'ils ont besoin pour faire leur QCM, et ils ont entre 3 et 5 tentatives. Donc, j'ai une banque de questions, une vingtaine de questions, et il y a 5 questions qui sortent au hasard, et ils peuvent tenter. Alors, ils ne peuvent pas tenter à la suite, il y a 1 heure entre chaque QCM, et donc ils tentent. Et le but, c'est qu'une fois, ils aient 80% de réussite. Et ils peuvent le tenter plusieurs fois. Et l'erreur n'est pas pénalisée, parce que l'erreur, juste, te donne le droit de recommencer. On voit que le système ne pénalise pas l'erreur et aide les élèves à apprendre quand la triche disparaît. Parce que du coup, ça devient plus compliqué de tricher que d'apprendre. Et du coup, les élèves ne sont pas bêtes. Ils apprennent, ils ne trichent pas. Sur des contrôles, on peut faire, par exemple, on peut donner le sujet, il faut un contrôle, etc. On prend,
on numérote les… Moi, j'aime bien ça, numéroter les erreurs. Et ensuite, je donne le contrôle aux élèves et ils doivent reprendre chacune de leurs erreurs, donc une erreur, et faire ce qu'on appelle une analyse d'erreur. Une analyse d'erreur, c'est indiquer l'erreur, donc le numéro de l'erreur, pourquoi j'ai eu faux, analyser pourquoi j'ai eu faux, vous allez voir, ça c'est hyper compliqué, et faire la correction. Et la note, elle ne porte pas sur le premier contrôle, elle porte sur l'analyse. Et l'élève qui ne s'est pas trompé au contrôle, du coup, il n'a pas de note. Donc elle, c'est en plus valorisé. Ça peut être ça. Ça peut être de l'évaluation. Et là, du coup, on voit vraiment bien le processus d'apprentissage. C'est-à-dire que procéder à une analyse de ces erreurs, c'est énorme. Et même d'aller chercher ailleurs les réponses que je n'avais pas en tête, eh bien, je suis en train d'apprendre quelque chose. Donc, c'est énorme, c'est lumineux. Merci Marie-Camille. Voilà, c'est ça. Et juste, il y a Amélie qui dit dans le chat, mais oui, il suffit de regarder les jeux vidéo. Ben voilà, c'est ça. Dans un jeu vidéo, quand on se trompe, il n'y a pas de problème, quoi. Il faut que l'enseignement soit construit comme un jeu vidéo. Il faut que le système d'évaluation soit construit comme les systèmes de jeux vidéo. Pourquoi? Parce que ça marche sur la motivation. Je veux dire, si mes élèves ils sont autant motivés à physique que sur Call of Duty, c'est bon, j'ai gagné. Ils vont avoir tous leur bac avec mention. Carrément. Non, mais c'est que là, on voit effectivement, avec ton discours, on peut tout à fait le mettre en parallèle avec les élèves et les images des élèves qu'on a eues, qu'on a. Et on se dit, ben oui, non, mais les élèves, ils adorent rechercher, ils adorent apprendre. Enfin, on pense qu'ils n'aiment pas apprendre, mais on voit bien dans cette démarche, finalement, que quand il y a le temps, les espaces et les possibilités multiples d'apprendre, de réapprendre, de revenir, c'est énorme, en fait. Énorme. Ça m'enthousiasme. Hein. J'aurais envie de reprendre une classe, Marie-Camille. Alors, sur l'analyse des erreurs, Émilie le dit bien, c'est quelque chose qui est complexe à faire. Alors, il faut voir que l'erreur, elle n'est pas pareille en primaire et en terminale, donc le niveau de l'erreur. Mais c'est toujours difficile. Même en terminale, c'est très difficile. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément laisser les élèves tout seuls devant leur copie. Il faut le faire en équipe, il faut qu'ils soient ensemble, il faut que le prof aide, etc. Mais il ne faut pas juste dire à l'élève, t'analyses. Parce que ça, il va trouver des erreurs d'étourderie, mais toutes les autres, il ne trouvera pas. Donc, il va falloir réfléchir à comment instrumenter justement cette analyse, etc. Et comment leur apprendre à analyser leurs erreurs. Et du coup, est-ce que tu mènes des séances d'intelligence collective, j'aurais envie de dire, avec ta classe pour leur donner des clés d'analyse, des questions à se poser? Et toi, est-ce que tu le fais pour toi-même finalement? Parce que je me dis que ça peut être la première étape, c'est de s'entraîner à ça et d'entraîner notre cerveau à cette dynamique d'analyse des erreurs. Parce que peut-être que même en tant qu'enseignant, en fait, on ne s'est jamais posé la question, quoi. Mais alors, ta question est double. Hein. En tant qu'enseignant, moi, je fais des erreurs. Et ce que j'aime bien, c'est intégrer les élèves dans ma résolution, dans mon analyse d'erreurs. Dire, OK, tel truc, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que vous voulez qu'on change, etc. Et de la même façon que les élèves ne peuvent pas analyser leurs erreurs tout seuls, nous, on a du mal tout seul. Donc, les collègues, ça peut aider. Si on a un groupe, si on a un groupe de collègues bienveillants qui comprennent ce qu'on fait, il faut y aller. Mais les élèves aussi, eux, les élèves, ils comprennent ce qu'on fait parce qu'ils sont dedans, quoi. Il n'y a pas besoin de leur expliquer. Ils disent, mais non, mais parce que voilà, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'était, oui, comment leur apprendre? Alors, moi, en lycée, je fais 1 heure par semaine d'apprendre à apprendre. Comment est-ce qu'on apprend? Et notamment, voilà. Alors, il faut voir l'analyse des erreurs. C'est pas juste j'apprends à analyser mes erreurs, hein, parce qu'il faut le faire sur chacune des petites erreurs, etc. C'est pas très transférable. Donc, il faut le faire, etc. Mais c'est un travail de longue haleine, mais c'est ça qui fait que les élèves progressent réellement. Et c'est ça aussi qui arrête ce cercle vicieux qui est qu'on reprend chaque année ce qu'ils ont fait les années d'avant parce qu'en fait, ils n'ont rien retenu. Et moi, je vois mes élèves, quand je les ai d'une année sur l'autre, les choses de l'année précédente sont acquises. Ah oui, réfléchissez. Imaginez, si vos élèves ont acquis les trucs de l'année précédente, comment ça change votre métier. Il y a Amandine qui dit sur quel temps peut-on faire analyser les erreurs des élèves? Donc là, tu viens de répondre, tu prends 1 heure, toi. Oui, en fait, sur temps de classe, comme je dis, l'analyse d'erreurs, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire, il vaut mieux le garder en temps de classe. Mais des choses qui sont simples à faire, qu'on peut faire hors du temps de classe, typiquement les cours. Les cours, il n'y a pas besoin de le faire en temps de classe. Mais si votre temps de classe le temps de classe est précieux. C'est un petit peu ce que Amandine quand elle dit. Le temps de classe est précieux. Gardons-le pour les choses qui sont vraiment utiles, comme l'analyse d'erreurs. Le reste, voilà, s'il n'y a qu'une seule chose à faire en temps de classe, c'est ça. Ok.
Est-ce qu'on en a fini sur on parlait des QCM, on peut revenir à ce qu'on s'était noté sur les évaluations en amont, les évaluations en aval, la notion de date limite, Il y a validation des voilà, tout ça, c'est des façons de faire qui pénalisent pas l'erreur. L'évaluation amont, ça va être, je vais donner le sujet un mois en avance, un sujet souvent d'une tâche complexe. Les élèves peuvent le faire autant de fois qu'ils veulent au brouillon, ils me le montrent, je corrige, etc. Et le jour de l'évaluation, là, ils doivent travailler. C'est un peu comme ça qu'est conçu le bac aujourd'hui, notamment en spécialité, qui a abandonné, enfin, les profs de 3C, pardon. Les sujets sont, les élèves ont accès au sujet. Donc, c'est un peu travailler. Ouais. L'évaluation aval, c'est ce que je disais, on les fait travailler après le contrôle. On peut aussi imaginer des évaluations par badge. Alors, je vous laisserai aller voir, c'est assez… Voilà, comme dans les jeux vidéo, ils gagnent des badges quand ils arrivent à montrer qu'ils maîtrisent tel ou tel savoir-faire ou telle compétence. Voilà, des choses comme ça. Il y a plein de choses à imaginer, mais j'aime beaucoup ce que disait Chipi sur les jeux vidéo. Allez regarder ce que font les jeux vidéo et inspirez-vous. Si ça marche pour les jeux vidéo, ça marche pour la classe. Mais on est bien d'accord, et tu partages l'idée que c'est un changement de paradigme énorme, c'est-à-dire qu'il y a à reformater notre cerveau par rapport à ça, et que ça se fait par essai-erreur du coup dans notre pratique, c'est-à-dire que quand on voit et quand on écoute ta pratique, on se dit waouh, comment on fait, mais j'aurais bien envie là de te lancer sur quel pourrait être le premier pas. Tu vois, c'est que quand on regarde, quand on entend une enseignante, enfin un collègue expert qui a déjà changé sa pratique et du coup qui a changé de paradigme, de manière de penser, toute sa pratique est cohérente par rapport à ça. Quand on est encore dans l'ancien paradigme, on se dit ok, j'ai bien envie d'y aller, mais là c'est énorme. J'ai une montagne devant moi et je ne sais pas par où rentrer. Est-ce que tu aurais, toi, un conseil, enfin un conseil sur allez, quel pourrait être le premier truc à poser? Le premier truc à poser pour moi, la chose qui nous empêche d'avancer, c'est de dissocier les moyennes et les évaluations de la classe. À la limite, dites la moyenne, on verra plus tard, ou dites si vous êtes dans une classe, il n'y a pas besoin de mettre de moyenne, voilà, on s'en moque. Ou, enfin, dissociez et dites-vous, dissocier les deux. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être se poser la question explicitement des objectifs d'apprentissage. En fait, souvent, quand on demande mais qu'est-ce que tu fais faire aux élèves, les profs disent bah moi j'ai fait le programme. Or le programme, c'est pas ce que les élèves doivent apprendre. On voit bien, sinon à la fin de l'année, tous nos élèves de toute notre classe maîtriseraient tout le programme. D'accord? Or moi ça m'est jamais arrivé, hein. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit cette année tous mes élèves maîtrisent tout le programme. Et jamais il y a un inspecteur qui va vous dire Michel, là, il ne maîtrise pas tel point du programme, vous n'êtes pas un enseignant correct. D'accord? Donc, on voit bien. Le programme, ce n'est pas ce que les élèves doivent apprendre. Le programme, c'est ce dont le prof doit parler. Finir le programme, c'est hyper simple. 3 septembre, on le prend, on le lit. Voilà, on a fini le programme. On est dans les clous. Et si l'inspecteur nous demande, on dit j'ai fait tout ça le 3 septembre. Voilà. Et une fois qu'on a fini le programme, le 7 septembre, on peut commencer aux choses réelles qui sont l'apprentissage. Et donc, l'apprentissage, c'est ce que les élèves doivent apprendre. Or, si on regarde les sciences cognitives, on voit que le programme est beaucoup trop élevé pour les élèves. Enfin, au niveau des cerveaux, ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, on voit que c'est 3 fois plus gros que ce qu'un cerveau d'élève est capable d'apprendre. De toute façon, ce ne sera pas possible. En gros, vos élèves, ils vont prendre un tiers du cerveau aussi, un tiers du programme, et voire un quart s'ils ne sont pas très bons. Les élèves moins bons captent moins bien en plus. Donc, il va falloir choisir le quart, voire le tiers du programme qui est hyper important et que vous voulez que tous vos élèves maîtrisent. Et là, on retrouve la notion de socle dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Il faut le faire chacun dans sa discipline ou son niveau, voilà, avec le bon nombre, quoi. Donc, moi, le nombre que je donne en collège-lycée, puisque c'est un peu là où je suis, c'est si vous avez les élèves 1 heure par semaine, c'est 4 objectifs d'apprentissage sur l'année. L'année. D'accord? Quand vous avez les élèves 1 fois par semaine, vous pouvez leur apprendre 4 choses, pas plus. Si on les a 2 heures, c'est 8, 1h30, 6, 3h12, etc. Au-dessus de 15, ça commence à être compliqué. 20, c'est vraiment difficile. En primaire, vous voyez, s'il y en a trop, c'est qu'il y en a trop. Il faut en enlever. Ouais. Si on les enlève, ça ne veut pas dire qu'on ne les fait pas en classe.
Ça veut dire qu'on ne les évalue pas. Ils évaluent pas. OK. Donc, eh ben, voilà. Ça déménage. Ça déménage. Je t'avoue que oui, effectivement, ça déménage, mais ça demande un vrai travail, même de positionnement, je trouve, intellectuel. Et j'aime bien l'idée que tu dis, effectivement, les programmes, il faut en avoir parlé. Donc, on peut parler de tout, mais on ne va pas tout évaluer parce que, de toute manière, notre cerveau n'est pas en capacité de le faire. C'est ce que dit encore Mata Pérez. C'est idéal si ça peut se faire en équipe. Moi, la première année qu'on a fait ça, on a le fait avec, je l'ai fait avec un collègue. Et on l'a fait, on a fait une grille de 15 objectifs d'apprentissage. Et je crois à Toussaint ou à Noël, on a tout changé. Parce que la première année, on ne sait pas, on se dit, voilà, etc., etc. Et du coup, il faut aussi se dire que les grilles, nous, on fait ça sous forme de grille, mais en tout cas, les objectifs d'apprentissage, ça évolue. Là, moi, maintenant, ça fait 7-8 ans. Voilà, cette rupture, je l'ai faite le jour où j'ai fait ça. Le jour où j'ai dit, OK, quelles sont les 15 choses que je veux que tous mes élèves maîtrisent. Et j'ai évalué de façon positive. Et après, maintenant, c'est à peu près stable. Mais par exemple, l'année dernière, avec la réforme, il y en a 3-4 que j'ai dû abandonner en cours d'année parce que c'était trop ambitieux. OK. Du coup, et on voit bien que, juste pour remettre les choses dans leur contexte, tu as mis combien de temps à te mettre en accord avec cette idée de départ? C'est-à-dire que ce changement de paradigme et du coup ce changement de pratique, ça s'est installé sur Alors, il y a un effet cliquet, c'est ce que je disais, le fait de partir en objectif d'apprentissage et de ne plus être sur qu'est-ce que moi je vais parler, mais qu'est-ce que mes élèves vont apprendre, ça c'est instantané. C'est un changement de paradigme, c'est instantané. Le fait que les pratiques soient plus stables dans le temps, etc., ça dépend de chacun. Déjà, moi, j'étais toute seule, hein, on était deux, on était les seuls à faire ça en France. On faisait de l'évaluation par compétences au lycée il y a 10 ans, je peux vous dire, il n'y avait personne. On a dû tout inventer, etc. Aujourd'hui, je vois des collègues qui arrivent en 1 an, 2 ans à avoir des pratiques stabilisées. Moi, j'arrive à aider les gens que j'ai en coaching, des choses comme ça, même en quelques mois, ils arrivent à… Une fois que le cliquet est fait, si on a les bons outils, etc., ça peut se faire. Ça dépend du niveau d'aide qu'on a, du niveau d'accompagnement, etc. Tout à fait. Merci. J'aimerais bien te proposer la question d'Alexandra, qui est, elle, prof en lycée pro. Et elle se questionne sur le temps de présence de ses élèves, puisqu'ils sont beaucoup en stage. Donc, j'imagine qu'Alexandra doit se poser la question de je ne les ai pas beaucoup en classe, comment je fais pour évaluer? Alors, en lycée pro, ça va dépendre de si elle est sur une matière générale, je crois, ou… Elle est en anglais, Alexandra. D'accord. Donc, il n'y a pas de lien avec les stages. Je ne pense pas, non. Donc, voilà. Donc, tous les gens qui sont en lycée pro, ça va dépendre de si en méthode en discipline générale ou en discipline appliquée. Si on a appliqué, c'est important de faire le lien avec le stage et le maître de stage. Et l'évaluation a lieu aussi pendant le stage. Sur les matières générales, c'est plus difficile. Mais la réponse, elle est, si tu as trop d'objectifs d'apprentissage, il faut juste en avoir moins. C'est tout. Si tu as les élèves moins d'heures. Et c'est mathématique. Si on a les élèves moins d'heures, ils peuvent moins apprendre. Le ministère, il peut imaginer tout ce qu'il veut. N'empêche que dans la réalité, si je fais 2 fois moins d'anglais, j'apprendrai 2 fois moins. Et c'est vrai que les collègues en lycée pro, puisque je forme aussi en lycée pro, ont tendance justement à avoir des objectifs plus réduits, moins. Et ce qui est important, c'est que ces objectifs, c'est pas, je l'ai pas trop dit, mais c'est pas cette semaine on fait cet objectif, cette semaine celui-là, puis c'est fini. Non. Chacun des objectifs doit pouvoir être travaillé sur au minimum 40% des activités. Donc, comme ça revient à peu près 1 fois sur 2, les élèves le travaillent tout au long de l'année. C'est ça aussi qui fait que c'est acquis à la fin de l'année. Alors, ah oui, Alexandra dit oui, mais parfois ça peut être appliqué. Mais du coup, j'ai l'impression que la réponse… Mais si jamais tu es en anglais et qu'il y a un stage où ils peuvent parler anglais, l'idéal, et je sais que c'est hyper compliqué, c'est qu'il y a un dialogue avec le maître de stage et que la validation vienne aussi du maître de stage. Alors, faire des choix… Vraiment, ça me chamboule, mais positivement. C'est que faire des choix, je vois bien que c'est compliqué pour les jeunes collègues parce que ce référentiel institutionnel, ce truc, ce monceau des programmes,
on a l'impression qu'on n'a pas le droit de s'en détacher. Et c'est compliqué de se positionner face à un maître de stage, face à un conseiller pédagogique, face à un inspecteur. Et même si on est OK sur l'idée, dans les faits, il faut opérer un choix pour soi et le donner à voir et le tenir. Alors là, oui, on n'est pas. Oui. Non, on n'est pas. Enfin, moi, j'ai jamais eu aucun problème avec aucun inspecteur. Je veux dire, on fait tout le programme, mais juste on n'évalue pas tout. C'est pas la même chose. C'est ça. Juste, il y a deux questions sur. Alors, tout ce qu'on dit, j'ai un petit peu. Et effectivement, là où Alexandra elle bloque, elle dit oui, mais moi j'ai le CCF, etc. On n'a pas parlé des classes à examen. On va éventuellement faire une émission entière sur les classes à examen parce que la problématique est un peu différente. L'idée de base sur les classes à examen, c'est qu'on construit les objectifs d'apprentissage non pas à partir du BO, mais à partir des annales des examens. C'est-à-dire quelles sont les choses que mes élèves doivent savoir et savoir faire, enfin doivent maîtriser pour avoir la moyenne à l'examen. Pour avoir la moyenne à l'examen. Et donc, il faut éplucher les annales ou les sujets qu'on a et dire, OK, en fait, ce qu'il faut qu'ils maîtrisent, c'est ces 3-4 choses-là. Et du coup, on va travailler ces 3-4 choses-là. Et peut-être que ça peut être des choses comme moi, je sais qu'en terminale, j'ai des objectifs d'apprentissage qui sont je sais réviser, je sais me préparer à l'examen, etc. Mais ça, c'est plus dans un deuxième temps. C'est plus dans un deuxième temps. Mais déjà, pour commencer sur les savoirs, commencer par les choses très disciplinaires, etc. Très bien. Voilà. Et quand dit Karine, elle n'a pas compris. Quand je dis il y en a 4, ça veut dire qu'on en a valu 4 sur l'année. Tous les autres, on ne les a valus pas. Même si le programme, il peut demander ce qu'il veut, c'est juste pas possible, donc on le fait pas. Si jamais ton truc informatique qui te demande, bah, tu mets oui pour tout le monde, et puis voilà, personne viendra t'embêter. Hein. Ou si ou sinon on met une demi-heure dans l'année, ou on fait un petit truc parce qu'il faut faire un petit truc, mais c'est de la perte de temps. Donc le but, c'est d'y passer le moins de temps possible sur autre chose que là. Du coup, je sais pas, Alexandra, la pauvre Alexandra a eu un bug sur la vidéo. Alexandra, soit on se refait un message après, soit tu revois la vidéo, si tu veux bien, parce qu'on va avancer dans le déroulé. La question d'après, mais après tu y as répondu un peu, mais je veux bien qu'on resynthétise. Finalement, comment je me mets en accord? Comment je mets ces méthodes d'évaluation en accord avec la pédagogie et sa pratique de classe. Oui, et du coup là, ça va être un peu plus large. On va revenir aussi à des problématiques qui intéressent les collègues du primaire, parce que ce que je veux dire, c'est très, très universel. C'est-à-dire que souvent, quand on prépare une séquence, on se demande ce qu'on va faire, on réfléchit à ce que nous on va faire, éventuellement ce que les élèves vont faire. On fait le truc, après on dit mince, faut évaluer, donc on fait le contrôle, et puis on arrive et puis on ne sait pas comment faire, etc. Moi, ce que je propose, c'est justement déjà de changer ce sens-là et de dire, OK, ma première étape, c'est quels sont mes objectifs d'apprentissage. OK, maintenant je vais travailler quel thème, quelle séquence. OK, je vais regarder ma séquence. Combien je vais travailler combien d'objectifs d'apprentissage sont mobilisés dans cette séquence? Si la réponse c'est 0, c'est une séquence qu'on fait en une demi-heure, on leur présente un film, vite fait, c'est bon, quoi. On n'y passe pas de temps. Ou alors c'est que si c'est une séquence importante, c'est que les objectifs sont mal choisis. Mais en règle générale, si les objectifs sont bien choisis, ils sont dans la séquence, sinon c'est que la séquence. Vous savez, des fois dans les programmes, on a des trucs comme ça, ça arrive sur la soupe. Bon, c'était pour faire plaisir à un universitaire dans un comité de rédaction voilà, c'est bon. Programme. On lui présente un film, puis voilà. Donc, ensuite, on regarde le nombre d'objectifs qui sont mobilisés dans cette séquence. Et donc, on va réfléchir à quelles sont les notions, les objectifs mobilisés, etc. Et on va réfléchir à leur évaluation. Comment je vais évaluer mes objectifs dans cette séquence? Et donc, en fait, je construis l'évaluation avant de construire les activités, etc. Donc, objectif d'apprentissage et définir qu'est-ce que je veux que mes élèves maîtrisent. Une fois qu'on a ce que je veux que les élèves maîtrisent, on écrit l'évaluation, quelle que ce soit des QCM, même si on fait juste un contrôle classique, on l'écrit à ce moment-là. Et après seulement, on réfléchit aux activités, etc., etc. Et si on n'a pas le temps de réfléchir aux activités, parce qu'on a passé tout le temps sur l'évaluation, on fait un truc à l'arrache.
Mais en faisant ça, même si on prend des trucs à l'arrache, qu'on photocopie sur des livres, etc., vous allez avoir votre filtre dans votre tête d'objectifs d'apprentissage et vous savez à quoi vous les préparez. Et vous allez prendre, ça non, ça non, ça non, ça non, ça oui. Hop, je photocopie, je donne aux élèves. Et ce sera plus aligné et du coup, vos élèves travailleront mieux, seront plus motivés et vous aurez moins bossé. C'est pas mal ça. Et du coup, moi j'ai une question subsidiaire par rapport à ça. Est-ce que tu donnes à voir à tes élèves justement cette construction? C'est-à-dire que dès le début de ta séquence, tu dis à tes élèves, voilà, à la fin de la séquence. Moi, dès le début de l'année, après je suis en lycée, je leur donne alors moi, comment je fonctionne? Je leur donne la grille d'objectifs sur l'année. Ok, d'accord. Et ils savent dès le début. Et voilà. Et quand je commence un chapitre, je dis tel chapitre, on va travailler tel objectif, tel objectif, tel objectif. Sur les classes à examen, je rajoute un petit peu de maîtrise fine des savoir-faire. Là, on est un petit peu dans du réglage fin, mais en tout cas, pendant plusieurs années, j'ai fonctionné comme ça. Je leur donne les objectifs. OK, on va travailler ça, ça, ça. On y va. C'est-à-dire que dès le début de la séquence, les élèves sont engagés explicitement sur les compétences qu'ils vont mobiliser ou les savoirs qu'ils vont devoir. Ce qui m'aide à mobiliser les élèves, c'est que si je leur dis sur chaque travail que vous allez me rendre dans cette séquence, vous allez me dire quel objectif vous travaillez. Je travaille tel objectif, tel objectif. Et moi, du coup, quand je corrige, je regarde juste si l'objectif est atteint. Et c'est soit rouge, enfin, soit je numérote les erreurs et ils font l'analyse, soit c'est bon, ils valident. Et donc, c'est eux qui demandent à valider les objectifs d'apprentissage au moment où eux se sentent de le passer, quoi. Ok, super. Et ben, il nous reste un petit dossier qu'on a tous vécu au printemps, le distanciel. Alors, comment alors, on avait fait toute une émission là-dessus, mais on peut clore quand même cette émission sur cette problématique du distanciel qui va sûrement, en tout cas sur certains territoires, se représenter cette année et peut-être les années d'après. Et donc, du coup, on peut peut-être, dès le début de l'année, installer des manières de faire qui nous permettent de ne pas être surpris par le distanciel. Alors, c'est un petit peu ce que je dis dans le guide enseigner aussi à distance. Tout à fait. Justement, je parle du distanciel. Le distanciel, c'est important de le préparer en classe. C'est un petit peu, voilà, ce qu'on n'a pas pu faire en mars, mais là, on peut, donc profitons-en. Et donc, de mettre en place toutes les évaluations qu'on va faire à distance dans la classe pour que les élèves soient là, qu'ils puissent demander comment ça marche, etc., etc. Notamment, par exemple, si on part sur des QCM, les QCM, moi, j'aime bien, ça se corrige pas, c'est l'ordinateur qui donne. Si on le fait avec plusieurs tentatives, ça respecte l'erreur, ça fait apprendre les élèves. Vraiment, trop bien, quoi. Mais de faire les premiers en classe, qui voient comment ça marche, etc., etc. Une fois qu'on est si jamais, on repart en distanciel pur, comme on a fait. Moi, ce que j'ai vu que pas mal de collègues ont fait, c'est qu'ils étaient embêtés pour mettre la note de trimestre, en fait. L'évaluation, ça sert à mettre la note de trimestre. Je pense qu'il faut vraiment se relâcher là-dessus, etc. C'est ce que je dis. On sait, par exemple, avec les événements de mai 68, en mai 68, donc comme c'était un bazar dans les universités, tout le monde a eu son diplôme. D'accord ? Voilà, on a dit, OK, on le donne à tout le monde. Donc, il y a un peu ce qui s'est passé cette année avec le Covid, où les résultats du bac sont à 95%. Aujourd'hui, on sait, parce qu'on a 30, 40, 50 ans de recul, que cette génération de mai 68, c'est une génération qui a globalement mieux réussi dans la vie que les autres. Et le fait de leur donner leur diplôme, ça leur a donné des meilleurs salaires, etc., meilleurs niveaux de vie, etc. Donc, c'était quelque chose de très positif. Donc, ne vous en mettez pas de pression à dire il faut absolument que j'évalue mes élèves pour que j'ai des notes. Voilà. Au pire, mettez des bonnes notes à tout le monde. Vous leur faites plaisir. Enfin, c'est pas que vous faites plaisir, vous les aidez. D'accord ? Donc, mon idée, c'est vraiment lâcher prise, voire abandonner ce côté communication, certification de l'évaluation, parce que c'est difficile, voire impossible à faire en distanciel. C'est possible, et c'est des choses mais qui vont aller dans le supérieur. Dans le supérieur, ça commence à être un peu compliqué, parce que l'école ne peut pas lâcher des gens sur le marché du travail sans avoir vraiment vérifié. Et on n'est pas dans le supérieur, quoi. Nous, notre but, c'est juste que l'année prochaine, ils y arrivent. C'est ça, tout à fait. Ayez confiance dans vos collègues de l'année prochaine, quoi. Enfin, vous, quand vous récupérez des élèves qui ne maîtrisent pas tout à fait, vous arrivez à les gérer. Mais vos collègues aussi vont arriver à les gérer.
Et on regarde jamais le bulletin de l'année dernière en disant, ah bah oui, tel truc, il ne maîtrise pas, donc je vais travailler avec tel élève. On les prend comme ils sont. Ben là, ça va être la même chose. On se relâche sur la côté certification, sélection, on n'en fait pas, quoi. En revanche, on évalue beaucoup pour les faire apprendre et pour voir où ils en sont. L'avantage pour les faire apprendre, c'est que dès qu'on est sur l'évaluation sur l'ordinateur, que ce soit QCM, moi j'aime beaucoup aussi les évaluations corrigées par les pairs, les élèves se corrigent les uns les autres. Le feedback est direct, les élèves ils savent tout de suite ce qu'ils ont faux, où est-ce qu'ils en sont, et du coup ça les engage. Et l'autre chose, c'est que l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle les learnings analytics, c'est-à-dire qu'on peut savoir qui s'est connecté quand, combien de tentatives ils ont faites, est-ce qu'ils ont réussi. Et en fait, on a beaucoup plus d'informations que quand on les a en vrai. Enfin, beaucoup plus, pas les mêmes. Et du coup, l'idée, c'est de se servir de ça pour aller regarder. Donc, moi, c'est vrai que j'avais dit, bah, tous ceux qui se connectent régulièrement et qui font le travail que je demande en ligne, ils ont la moyenne. Point barre, sans même réfléchir. C'est pas la même logique en distanciel et en présentiel. Et du coup, il y a Julia, Julia ou Cécile qui a remis le lien vers le guide enseigné aussi à distance parce qu'il y a effectivement beaucoup d'informations. Si je ne m'abuse, parce que je ne le connais pas par cœur, je crois qu'il y a une liste d'outils à utiliser, non? Est-ce que je me trompe? Dans le guide, oui. Oui. C'est ça. Je présente plein d'outils. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, ça répond à la question de je ne sais plus qui, pardon. Et par contre, j'aimerais bien qu'on essaye de revenir sur la question de Léa, qui a l'air un peu bloquée sur… alors, je remonte le fil. Léa avait un souci de complexité, en fait, elle pense que c'est complexe de présenter la liste des objectifs à ses élèves. Oui, alors ça, souvent, je le retrouve chez les collègues, tout simplement, 95% du temps, c'est parce que tu as trop d'objectifs d'apprentissage. Si, je ne sais pas dans quelle matière tu es, Léa, mais si, par exemple, tu es en langue, il y en a 8 sur l'année, ce n'est pas énorme. Alors, effectivement, c'est difficile. Donc, moi, je suis sur matière en lycée où on a beaucoup, donc j'en ai 15. J'en ai 15 sur l'année. C'est pas grave s'ils n'ont pas maîtrisé les 15 au bout d'une semaine. Ça laisse le temps de… Voilà. Les élèves qui sont vraiment, vraiment perdus, j'en ai, plutôt que de dire, voilà, tu choisis ton objectif d'apprentissage, tu le mets sur ta copie, je vais dire, OK, on y va, moi, je vois où tu en es. L'objectif qu'il faut que tu travailles maintenant, c'est celui-là. Toi, tu travailles celui-là. Mais l'avantage, c'est qu'au lieu de faire ça avec les 35, je fais ça qu'avec les 5-6 qui sont perdus. Et du coup, j'ai vraiment le temps de regarder où ils en sont et d'aider ceux-là. L'idée, c'est de rendre toute la classe, toute la tête de classe. Alors, l'idée, c'est de la tête de classe qu'elle aide les autres, que le milieu de classe il soit autonome et que nous, on puisse vraiment avoir le temps dont on a besoin avec ces élèves qui sont perdus. De prendre le temps de leur expliquer, qui souvent ont des troubles de l'apprentissage, qui ont besoin de quelqu'un qui leur explique, etc. Donc, en avoir moins. Alors, voilà, c'est symptomatique quand elle dit ils sont noyés, ça les noie dans une grille. T'en as trop. Sur une évaluation, l'idée c'est, donc je dis 4 par heure hebdomadaire sur l'année. Ensuite, sur une évaluation, c'est un objectif d'apprentissage. Éventuellement 2, si au passage tu vois qu'il y en a un qui est maîtrisé, hop, tu le rajoutes, tu vois. L'élève, il en demande 1. Ça noie pas 1. Un objectif, tu valides une compétence par contrôle, par performance, par production d'élèves. La question que j'avais envie de te poser par rapport justement à cet échange avec Léa qui est très intéressant, c'est est-ce qu'il y a des observables qui doivent nous alerter? Tu vois, là, tu es très aiguisé dans cette lecture et tu dis, voilà, s'ils sont perdus, c'est que… Et je trouve assez intéressant peut-être, si tu les as en tête et si ça existe, quelques observables qui nous permettent de nous dire, ah ouais, là, je me plante. C'est OK, mais là, je me plante. Il faut que j'y fasse attention. Il y en a 2 gros. En fait, il y a 2 gros écueils. Quand on définit les objectifs d'apprentissage, ça marche bien quand ils sont pile de la bonne taille. Les objectifs d'apprentissage, ils sont soit trop larges, soit trop serrés. D'accord. Alors, par exemple, puisqu'on me demande des exemples. Alors, je suis désolée, ça va être des exemples de physique. Oui. J'ai des exemples d'autres langues, mais pas de tête, puisque je les maîtrise moins. Je les vois juste en formation avec les enseignants. Par exemple, calculer avec des unités. Ça, c'est pile de la bonne taille parce que je peux le voir dans 40% des activités.
et que je suis capable de… Donc ça, c'est quand les objectifs sont trop petits, c'est-à-dire qu'on a trop, on a ce côté manque de visibilité, on ne comprend pas, les élèves sont perdus, etc. Donc, si on a ce symptôme-là, c'est qu'ils sont trop petits. Il faut faire des choses un peu plus grandes. Ensuite, l'autre, c'est quand ils sont trop larges. Typiquement, raisonner. Alors, raisonner, oui, effectivement, moi aussi, si je mets… Moi, j'ai des objets d'apprentissage en 3… Par exemple, si les élèves connaissent leur cours, sachent l'appliquer et sachent raisonner, hop, voilà, c'est bon, j'ai 3 objectifs d'apprentissage et avec ces 3-là, ils font tout. C'est joli, mais ça marche pas. Parce que quand on a une copie d'élèves ou quand on a une production d'élèves, est-ce qu'il a su raisonner? Eh ben, je sais pas. Et si on se retrouve devant une copie à pas savoir si oui ou non l'objectif d'apprentissage est acquis, il y a ce côté binaire. Oui, c'est acquis. Non, c'est pas acquis. Si oui, c'est acquis, si on est capable de dire oui ou non, c'est qu'il est de la bonne taille, enfin qu'il est pas trop gros. Si on se dit je sais pas, c'est qu'il est mal défini, il est souvent trop gros. Et donc, il faut découper et réfléchir en termes de schéma mental, aller voir les sciences cognitives, voir un petit peu ce qui se passe, réfléchir ce qui se passe. Et effectivement, ça demande beaucoup de préparation. Alors, une autre piste pour trouver les objectifs d'apprentissage, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont là-dessus, c'est de partir des erreurs que font vos élèves. Ah, mais s'ils faisaient plus tel truc, ils y arriveraient. Ah, ben tel truc, c'est un objectif d'apprentissage. Est-ce que, oui ou non, je peux dire que c'est acquis? Est-ce que je peux le mettre sur 40%? Sur des trucs très, très importants, par exemple, moi, j'ai un objectif d'apprentissage qui s'appelle la quantité de matière. La quantité de matière, c'est un chapitre qu'on peut mettre sur 2-3 sur l'année. Donc, c'est pas 40%. Mais c'est tellement important parce qu'en terminale, il faut qu'ils maîtrisent ça, que je l'ai mis en objectif d'apprentissage. Et du coup, je me débrouille pour en mettre partout. Donc, je rajoute de façon, voilà, ah, tiens, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Et du coup, ça les oblige à l'utiliser régulièrement. Et quand ils passent à l'année d'après, c'est acquis. J'aime beaucoup cet indicateur investir. C'est quelque chose qu'on peut investir sur 40%. Enfin, 40% des activités. On peut descendre jusqu'à 25, jamais en dessous. Ok. Sinon, vous allez galérer. Ouais, ok. C'est un chouette indicateur, en tout cas, pour jauger, en fait, pour avoir une jauge. Super. Vraiment, merci Marie-Camille, parce que ça éclaire l'évaluation. Alors du coup, on est tout à fait OK avec le titre. On sent que ça engage et les élèves, mais aussi l'enseignant dans sa démarche pédagogique. Et l'évaluation devient un vrai outil pédagogique, chose qui, dans ma pratique, c'est ce que je te partageais en off tout à l'heure, c'était quelque chose de super flou. Et là, je vois à quel point ça peut devenir actionnable et se mettre en cohérence avec une pédagogie. Donc, vraiment, merci. Je veux bien aller vos commentaires à vous qui êtes là sur justement ce que ça évoque pour vous et peut-être partager avec nous quel premier plus petit pas possible vous auriez envie après ce live d'investir dans votre pratique de classe. On est à une petite semaine de la rentrée, donc on a encore le temps d'imaginer un changement, ce déclic dont tu parles. Donc, partagez-le si vous voulez. Dites-nous ce que ça évoque pour vous. Envie de partager avec vous le fait que, avec Marie-Camille, on proposera une deuxième émission plutôt juste avant les vacances, il me semble, enfin en tout cas courant octobre, autour des corrections. Parce que qui dit évaluation, qui dit correction. Et là, on voit les collègues, surtout de secondaire. Alors, on commence en CM2, collège, lycée, dire les corrections, mon Dieu. Donc, du coup, tu partageras avec nous cette idée qu'on peut être un peu plus rationnel dans nos corrections. Donc, ça sera porteur de bien de changements. Et puis, peut-être d'autres sujets. J'ai noté quelque chose d'intéressant sur l'évaluation dans les classes à examen. Je me dis que ça peut être très intéressant. Je me le suis noté. Voilà. Marie-Camille, un petit mot de la fin? Écoutez, je souhaite à tout le monde une bonne rentrée. Comme tu le dis, c'est le bon moment de se poser la question de OK, qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent et surtout de se laisser le droit à l'erreur à nous aussi. Voilà, moi, quand j'ai commencé ça, n'hésitez pas à mettre vos élèves avec vous dans l'aventure et dire j'essaye un truc nouveau cette année. Et moi, c'est ce que j'ai fait
les avoir avec moi, ça a été une super année, cette année où j'ai fait ce changement, il y a 8 ans maintenant, parce que j'avais la classe avec moi qui était « Madame, on va y arriver, on va trouver un truc qui marche ». Et ça, c'est super quand ça se passe comme ça. Faites pas ça contre vos élèves, faites ça vraiment avec eux. Oui, et peut-être pour rassurer les collègues, tu sais, on a toujours cette crainte que si on se dévoile un peu, les élèves vont l'utiliser contre nous. Hein. On a ce fantasme. Et voilà, est-ce que tu peux juste témoigner que le fait justement de faire coalition et d'embarquer les élèves avec nous, ça réduit finalement l'écart et cette espèce de rapport de force qu'il peut y avoir. Les élèves, ils nous regardent, il y a un écho entre la façon dont on les regarde et dont ils nous regardent. Donc, si on les regarde, nous, avec bienveillance et qu'on leur montre notre côté humain, ils vont eux aussi nous regarder avec bienveillance et ça marche. Enfin, les années où, bon, après, si vous êtes en primaire, vous savez qu'il y a une classe très difficile qui arrive, etc. Voilà, je dis pas, ça marche 100% du temps. Mais beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, ça fonctionne bien et de les prendre avec nous et de montrer qu'on est juste un humain qui apprend avec eux plutôt que d'être le prof tout puissant. Ça change énormément de choses et et justement de plus être dans l'évaluation coup près, mais dans l'évaluation qui les aide à apprendre. Ça aide à être cohérent dans ce changement de posture aussi. Et ça change beaucoup la dynamique de classe. Super. Et du coup, on va répondre à la question de Catherine. Et effectivement, j'aurais dû y penser moi-même. Désolée. Marie-Camille, tu proposes des formations. Donc, dis-nous où on peut te contacter, comment on peut te contacter. Je sais que tu arrives à faire des formations dans des établissements, dans des équipes. Donc, vas-y, raconte-nous. Alors, j'ai fondé un organisme de formation qui s'appelle M-CO. Sinon, si on tape mon nom sur Internet, je pense qu'on arrive dessus, Marie-Camille Couder. Je suis joignable sur Twitter aussi, Prof Couder. Je suis assez réactive. Pour l'instant, je suis en train de construire les premières formations à distance qui sont un peu ouvertes, enfin, que je vais d'abord ouvrir aux collègues du privé sous contrat parce que c'est là où j'ai eu le financement. Ce que je fais beaucoup, c'est des établissements qui m'appellent, qui me disent viens, accompagne l'équipe. Et donc, je viens et j'accompagne l'équipe. Là, j'en ai accompagné un l'année dernière, 2 cette année, pour justement faire cette démarche en équipe, dans l'établissement. On prend le temps ensemble de définir ses objectifs d'apprentissage, etc., etc. Le plus simple, c'est, j'avoue, je suis encore en train de me lancer. Il y a pas mal de choses qui sont pas encore très fixées. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter, par exemple, ça marche très bien, ou via le site qui est encore en construction. Pour me demander et sinon je vous inscris à ma newsletter et je vous tiendrai au courant quand ça sortira dans le cours de l'année. Il y a des choses qui sont prévues dans le cours de l'année. Super, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Nous, on a un live encore demain où je reçois Bruno de Vauchel et on va parler du numérique. Et après, ça sera la pré-rentrée. Je crois qu'il y a une pré-rentrée pour certains en primaire. Il y a des collègues qui commencent demain. Donc, voilà, petit à petit, on reprend le chemin de nos établissements. Donc, bonne rentrée à ceux qui y vont. Bonne reprise dans les locaux pour aller voir comment sont les classes, si elles ont été repeintes, pas repeintes, si on a tout le matériel. Voilà, bonne reprise. Merci beaucoup, Marie-Camille, pour ces éclairages éclairants. Voilà, allez, je les mets les deux à la fois parce que c'est vraiment ce que je ressens. Et puis, à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Au revoir.